dedans non plus. Tu veux te déshabiller hein? Je vais pas complètement. Pas entièrement. Non, voilà, c'est ça. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Donc, déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là, d'avoir fait le déplacement, d'être ici dans la salle et également à travers l'écran. Merci évidemment à l'Harmattan qui m'a donné ma chance en éditant donc, ce premier livre et qui a permis cette rencontre aujourd'hui, voilà, en nous proposant cette salle. Merci à Benjamin qui va rester sur son ordinateur, c'est vraiment adorable. Et voilà, pour permettre aux gens de pouvoir se connecter. Et je ne veux vraiment pas oublier, voilà, merci évidemment Christian et Marie-Noël pour leur mobilisation depuis voilà, que j'avais annoncé cet événement, qui se sont vraiment mobilisés tous les deux énormément. Donc, merci beaucoup. Et évidemment, merci Jacques Boutot, donc ancien maire du 2e arrondissement pendant 19 ans, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, quand même. Et maire adjoint de Paris Centre. Toujours. Et journaliste de formation. C'est vrai. Qui a donc accepté de revenir à tes premiers amours. Oui. Non, on va dire. Oui. Ça, je peux dire ça. Donc, merci Inde de m'avoir proposé d'animer ce débat autour de ton livre, Né enfant du diable, que j'ai lu, bien entendu. Si je vais tout de suite crever l'abcès, si j'ai accepté de jouer ce rôle de t'aider à présenter le livre par mes questions perfides ou anodines, c'est parce que en le lisant, j'ai eu la surprise de me reconnaître dedans, dans l'un des personnages. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que, vous l'avez dit, tout ce qui est dans ce livre est vrai. Je le sais pour l'avoir vécu au moment où j'étais l'un des personnages de la vie de Inde. Et non seulement pour avoir vécu certaines périodes qui sont relatées, mais aussi parce que comme on avait à l'époque, ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui, je tiens à le préciser, une certaine intimité, Inde me racontait plein de choses et tout ce qu'elle m'a raconté à l'époque, il y a 30 ans, est repris à peu près dans les mêmes termes aujourd'hui dans ce livre. Donc ça n'a pas été inventé, puisque c'était vrai quand le dessin du livre était très lointain et que ce dont avait besoin cette jeune adolescente, et moi-même je n'étais pas loin de l'adolescence, c'était de parler, de se confier. Donc je suis aussi le réceptacle de beaucoup de choses qui ont été relatées dans ce livre. Voilà, donc ça c'est la raison. Tout ce qui est dans ce livre est vrai, et donc c'est une expérience de vie assez, je dirais, unique, comme toutes les expériences de vie, mais pour le coup, celle-ci, par son parcours, est très riche d'enseignements. Et c'est ces enseignements-là qu'on va essayer de collectivement tirer pour que ceux qui sont amenés à vivre des situations, notamment dans l'enfance difficile, puissent se rendre compte, comment, je ne sais pas, mais qu'il est possible d'échapper à son destin en quelque sorte. La question, c'est qui es-tu aujourd'hui après tout ça? Écrivaine, mère de famille, enseignante, ingénieure, biologiste, tout un petit peu. Qui es-tu, Inde? Un petit peu tout ça. D'accord. Donc, mère de famille, effectivement, mère de 4 enfants, 3 garçons et une petite fille, ingénieure de formation, enseignante, donc en élémentaire. Je suis, bonjour Betty, également écrivaine, oui, depuis l'édition de ce livre, et également accompagnante en pédagogie positive. Voilà, aujourd'hui, l'essentiel de mes fonctions et de ma vie. Très bien, donc c'est une vie bien remplie, parce que quand on a 4 enfants, une activité professionnelle, et qu'en plus on a le temps d'écrire, je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas comment elle fait. Mais bon. Alors, moi, la première question que je me pose, c'est que là, quelque part, je ne sais où, il y a marqué roman. Donc,
un romancier ou une romancière, dans la construction de son œuvre, elle est libre, elle écrit ce qu'elle veut, c'est un roman. Donc, moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de savoir qu'est-ce qui, dans ce roman, est de l'ordre de l'autobiographie ou du roman de fiction pure. Donc, comment est-ce que ça se situe parce que ça n'a pas l'air d'être quand même un roman au sens où ce qu'il y a dedans, c'est romancé. Donc, comment tu l'appellerais? Une autofiction? Je dirais que, en fait, il faut peut-être revenir sur ce qui m'a, sur le moteur en fait qui a fait que j'ai démarré l'écriture de ce livre. Ça a été à la naissance de ma fille, donc et non pas de mes fils. Donc la relation mère-fils ne posait pas de problème. Voilà. À la naissance de ma fille, tout est remonté à la surface. Cette relation toxique de la mère, et j'ai pu l'apaiser qu'en l'écrivant. Donc au départ, il s'agissait d'une écriture, on va dire, thérapeutique, mais qui a très vite basculé vers une écriture, je ne sais pas si on peut dire experte, mais vers une écriture plus littéraire, donc avec le soutien de mes proches qui m'ont voilà, qui ont trouvé que ce que j'écrivais n'était pas si mal, que donc je pouvais m'engager dans cette voie-là. Donc j'ai eu besoin à un moment donné de prendre une certaine distance par rapport à mes écrits. Et à ce titre-là, je dirais que c'est un roman. Voilà. Il y a besoin de cette distance pour parler de choses très difficiles. Et peut-être résumer, dire que c'était une façon un petit peu de me déposséder un peu de tout ça. Donc c'est un roman où tous les faits, quasi tous les faits, à part quelques détails, sont vrais. D'accord. Alors, donc c'est une autofiction, un roman, peut-être un roman thérapeutique qui devient un vrai roman littéraire, parce que ça n'a rien de psychologisant, hein, je le dis pour ceux qui ne l'ont pas lu. C'est vraiment un roman, d'ailleurs c'est de l'ordre du romanesque, mais c'est vrai. Et il y a dans ce livre, il y a un personnage central qui est un petit peu là tout le temps au fil des pages. C'est ta mère, la mère, on va dire, hein, la mère d'une façon générale. Et donc, c'est le personnage qui est au fil des pages. Et d'ailleurs, ça commence par des citations que tu prêtes à ta mère. Et d'ailleurs, pour partie, je lui ai déjà entendu prononcer à ton égard. Je fais un petit coucou si elle nous regarde. Qui est absolument horrible. Horrible. Et donc, comment on se relève de ça, à part écrire, quand on a parce que ça commence comme ça. Et je trouve que c'est tout à fait. Donc, tu as combien là? Tu as entre 4 et 6 ans. Non, avant. Avant même, pardon. Oui, voilà, tu as 14 ans à l'époque. Ça commençait un peu après. Tu as 14 ans à l'époque et ta mère te parle comme une mère ne devrait pas parler à son enfant. Comment on s'en relève? Alors, il y avait cette violence verbale, effectivement, chez elle, mais finalement, cette violence verbale n'était pas la plus terrible, évidemment. Ce qui était le plus terrible, c'était sa négation. Elle a toujours nié avoir dit ce qu'elle disait. Donc, c'était des espèces de rituels, en fait, répétitifs, où tous les soirs, elle venait et elle me disait des choses horribles, et le lendemain matin, elle me disait, mais non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais je t'ai jamais dit ça. Au point parfois de me poser moi-même la question si je n'avais pas perdu la raison. Et pour répondre à ta question, à ce moment-là, je dirais que c'est l'entourage que j'ai eu qui m'a permis de garder la tête sur les épaules et de savoir que j'étais bien dans la réalité et pas dans un fantasme, en fait. Donc l'entourage à l'époque, bien sûr. Parmi ces mensonges qu'elle te proférait sous le coup de la colère, alors sous le coup de la colère, on peut dire des choses qu'on ne pense pas, et je pense que c'est humainement le cas, c'est peut-être le diable, mais c'est pas un monstre. Parmi ces choses-là, parmi les choses qu'elle te disait, tu es l'enfant fruit d'un viol
pendant ma nuit de noces, je me suis sauvé, je ne voulais pas épouser cet homme, il m'a violée, et tu as appris que ce n'était pas vrai par la suite. Comment tu l'as appris? Comment tu as porté cette réalité en toi pendant des années? D'ailleurs, qu'une mère dit ça à sa fille sous le coup de la colère, c'est quand même assez c'est frappant, quoi. C'est vraiment terrible. Mais en plus, c'est pas vrai. Donc, tu as appris beaucoup plus tard que c'était pas vrai. Tu peux nous dire comment tu as comment tu as accédé à la vérité? Alors, c'est expliqué hein, dans Oui, le sais. livre, en fait. C'est vrai que tu l'as lu. Pas fait semblant. Moi, je sais, mais raconte-le. En fait, c'est comme toute personne qui ment, il y a des incohérences. Et il y avait des incohérences dans ses propos. Et il y avait des choses qui ne collaient pas avec cette version-là. Et je pense que, en fait, de façon totalement intuitive, j'avais déjà compris qu'elle souhaitait détruire mon existence, même dans sa grossesse et même dans sa conception. Donc en fait, j'ai cherché, j'ai fait le détective, j'ai cherché partout, j'ai fouillé dans les tiroirs, j'ai cherché, et je suis tombée un jour sur une photo de mon père, donc, que je ne connaissais pas. Et il y a marqué son nom, il y avait marqué « Je t'aime ». Alors, je ne vais pas dire son nom, mais dans le livre, je l'appelle Malek. « Je t'aime, mon Malek d'amour », avec l'écriture de ma mère. Et là, ce n'était pas possible qu'elle était mariée de force à cet homme. Et j'ai appris par un cousin. Donc après, j'étais assez rusée hein, quand j'étais jeune quand même. Disons que j'étais à bonne école sur, on va dire, dans l'art de la manipulation petite. Donc, j'ai amené ce cousin à me parler et à discuter un petit peu, à me parler de l'enfance de ma mère. C'est Youssef, on peut parler de lui, il ne fait plus partie de ce monde aujourd'hui. Et il m'a raconté qu'en fait, non, pas du tout, c'était elle qui était éperdument amoureuse de lui. Et qu'au contraire, sa famille ne voulait pas qu'elle l'épouse. Hein. Et qu'au final, il l'a quitté. Voilà. Alors, la raison pour laquelle il l'a quitté, je ne l'ai jamais su. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle continue à dire la même chose. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit quand tu lui as montré la photo? Rien. Elle n'a pas, devant la preuve matérielle de la vérité, rien. Ça n'a pas... Non, non. D'accord. Non, pas de réaction. Ouais. Alors, sans être trop... parce que ce n'est pas le sujet, je terminerai, c'est un peu ma dernière question sur ta mère. Elle n'est pas nommée. Tu ne donnes jamais son prénom, c'est normal. Toujours, elle est... Je lui donne la première lettre de son prénom, qui est le N, qui a la consonance de la N. Alors, qu'est-ce qui explique son attitude? Parce que, d'après ce qu'on comprend, elle est mythomane, elle n'aime pas sa vie, elle était, en tout cas, alcoolique, ce qui n'est pas un défaut, qui est une maladie. Bref, c'est quelqu'un en souffrance. Comment tu expliques qu'elle porte cette souffrance en elle comme ça et qu'elle la rejette sur... Quelle explication tu donnes? J'arrive même pas à voir en fait chez elle, et peut-être d'autres personnes qui l'ont connue derrière moi pourront peut-être intervenir, mais je n'arrive pas à voir de souffrance chez elle. J'arrive à voir en fait un besoin de destruction, vraiment un besoin de destruction, et que je n'ai jamais réussi à comprendre. J'ai essayé hein, dans le livre de trouver des circonstances dans son enfance, qu'elle aurait pu vivre des choses difficiles, hein, mais c'est comme si quelqu'un qui sa vie est basée sur le mensonge, j'ai pas pu reconstituer son enfance. Voilà. Donc ce qui est dans le livre, c'est ce qu'elle m'a relaté. Et même si on va creuser un petit peu sur les événements qu'elle aurait vécu en Algérie, on voit qu'au niveau des dates, ça ne peut pas coller. Parce qu'elle aurait 6 mois quand, soi-disant, elle posait des bombes, etc. C'était pas possible, quoi. Donc, je sais pas, je peux pas l'expliquer. Ok. De toute façon, ce n'est pas à toi de l'expliquer, mais tu as peut-être effectivement une explication. Alors, on va peut-être parler de choses un petit peu plus sympas, quoique. C'est quoi ton meilleur souvenir? Quel est le meilleur souvenir que tu relates là-dedans? Parce que moi, j'ai un chapitre que j'adore. Si tu... Enfin, vas-y. Non, vas-y. Non, mais je peux peut-être... Je le lirai après que tu aies répondu. Parce qu'on peut lire aussi un peu. Hein.
Bah, j'en ai plein des meilleurs souvenirs. J'ai des meilleurs souvenirs de gens qui m'ont accueillie et d'une personne qui m'apporte un jus d'orange tous les matins. Voilà, ça c'était énorme. Bon, c'est pas ce que je voulais dire. Mais voilà, mais celui-là en tout cas, il était énorme. Et puis et le souvenir des oui, chez les chercheurs d'or. Ça c'était magique. Alors je sais pas si vous l'avez lu. Je vais vous lire le chapitre. C'est peut-être un peu long, non? Qu'est-ce qu'on pense que c'est ça? Parce qu'en plus, le livre est particulièrement bien chapitré. Ouais. Il a un rythme très agréable à lire. Les chapitres sont très concis et très séquencés. Et avec un... Non, mais tu vas prendre la grossesse si je continue. Mais avec un jeu entre l'espace et le temps qui est très intelligent parce que ça change d'époque. Et parfois, ça change d'espace, ça ne change pas d'époque. Parfois, ça change d'époque, mais ça ne change pas d'espace. Et on ne s'y perd pas. On arrive à bien voir la fresque. Et donc là, tu as 16 ans. Tu arrives à Juruena, point perdu et ignoré dans l'état du Mato Grosso. En bas, j'aurais dû prendre mes lunettes, attendez, parce que là, j'ai plus de 30 ans. Ah oui, ça fait 30 ans. Alors, ça vaut pour la fin, parce que ça va reboucler un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. En arrivant à Juruena, point perdu et ignoré dans l'état du Mato Grosso, les bras chargés de paquets, de valises, de caisses et le cœur chargé d'espoir, je fais encore un bond dans le temps. J'ai trouvé pour de vrai les personnages des romans de Zola. Ils se tiennent en face de moi, en chair et en os. Au détour de la route principale, juste avant d'arriver au village, on peut apercevoir une petite église, tout au bout d'une piste d'atterrissage en terre. Dieu doit composer avec une carcasse d'avion qui remplit sa maison. Plus tard, j'apprendrai qu'elle appartient au barbu et qu'il utilisait l'avion pour jeter en plein vol ses ennemis ligotés. Les frontières entre le bien et le mal ont été franchies, mélangées. Ici, pas de méchants, pas de gentils, juste des gens qui essaient désespérément de s'arranger avec ce que la vie leur offre. Mes journées à la Corutella défilent avec lenteur dans la moiteur de la forêt. Les moustiques sont insupportables et on a beau se badigeonner la peau d'huile d'amande douce, ils arrivent toujours à nous piquer. J'aime aller fumer une cigarette sur le perron de la boutique et regarder passer les gens. J'aime particulièrement observer la petite, marcher avec son nourrisson, tout serré contre elle. Elle lui couvre la tête d'une couche de tissu pour le protéger du soleil et marche entre les balles perdues avec tant de grâce et d'assurance qu'aucun projectile ne les atteint jamais, son bébé et elle. La petite me rappelle mon départ du Brésil, lorsque j'avais 10 ans, quand moi aussi je tenais serré contre moi le tout petit frère, quand moi aussi je marchais entre les projectiles que ma mère me jetait. Voilà, je trouve que ça résume vraiment dans bien toute l'aventure, quoi, parce que il y a des analogies effectivement que tu soulignes en fin de paragraphe, et on a un peu le sentiment que comment je pourrais dire, tu substitues au danger de ta mère le danger de la forêt amazonienne. Et donc tu échappes aussi au danger de la forêt amazonienne en mettant en œuvre des savoir-faire, des agilités que tu as acquis dans des situations difficiles. Est-ce qu'on peut dire ça? Tout à fait. Je pense que si je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, c'est on va dire, grâce au chemin, grâce à ce que j'ai vécu. Et effectivement, j'ai appris l'art du, comme je dis, un caméléon, l'art de m'adapter, de pouvoir me fondre un peu dans la masse. Et ce qui était assez ce qui est assez troublant, je trouve, parce que c'était un des endroits quand même du Brésil les plus violents, les plus dangereux, mais c'était un des endroits où je me suis le plus sentie en sécurité quand j'étais petite. Et j'arrivais à voir derrière tous ces gens les hommes qu'ils étaient, chose que je n'ai jamais réussi à faire avec ma mère. Après, ma mère me devait de l'amour, eux ne me devaient rien. Je pense que c'est pour ça en fait. Et il n'y avait pas de place pour l'hypocrisie.
Et ça aussi, ça faisait du bien. Voilà. Mon enfance était baignée par le mensonge, par les manipulations. Là, les règles étaient établies. C'était simple, c'était clair. Et ces gens, finalement, dans le livre, on voit, hein, ils ont fait acte d'énormément de compassion à des moments très difficiles. Donc, c'était un autre monde. Voilà, ça peut paraître fou aujourd'hui, c'est un autre monde. Comme je dis, il n'y avait pas de méchants, il n'y avait pas de gentils, juste des gens qui essayaient de faire ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et peut-être que d'être en plein milieu de l'Amazonie, c'était peut-être le seul endroit où elle ne pouvait pas me retrouver. Donc, je me sentais bien, en fait, parce qu'il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Et puis, il y avait l'amour. J'étais avec mon amoureux brésilien. Donc, à l'époque, c'était avant toi. Donc, voilà, on avait notre petite cabane qu'on avait construite. On était heureux. Donc, voilà. D'accord. Alors, il y a un mot que je ne sais pas s'il est dans le livre, mais qui transcende évidemment ce livre, c'est le mot résilience. Alors, la résilience, c'est beaucoup de choses. Cyril Nick en a magnifiquement parlé. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est lui qui a fait émerger le terme. Oui. Et donc, c'est un livre de résilience qui contribue à la résilience, d'après ce que tu nous as dit. Mais comment ça s'opère mécaniquement? Je veux dire, comment ça se passe? Est-ce que, voilà, parle-nous un petit peu de ce contexte. Est-ce que tu te reconnais d'ailleurs dans ce terme, ou est-ce que, voilà, est-ce que tu dis vraiment, enfin, Cyrulnik qui dit que la résilience, c'est la capacité, après avoir subi des traumatismes importants, à se reconstruire différemment, donc, parce que le traumatisme, il a un impact, mais de se reconstruire de façon adaptée aux nouvelles situations et de ne plus être en souffrance, en gros. Hein, c'est à peu près ça. C'est ça? Alors, je me reconnais en partie, on va dire. En partie. C'est-à-dire que si effectivement on parle du fait d'avoir réussi à construire une vie familiale et professionnelle riche en partant, je dirais pas de zéro, mais de moins 1 million, voilà. Là, oui, je me reconnais dans la résilience. Maintenant, chez moi, ce n'est pas une résilience naturelle, si elle existe. Hein, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. C'est une résilience qui me demande du travail, qui me demande un accompagnement, qui est encore un combat de tous les jours, évidemment. Après, en fait, il y a différents mécanismes. Il y a le moment du traumatisme, où, alors je ne sais pas si ça fait partie de la résilience, où vous avez cette capacité de pouvoir m'extraire dans un monde imaginaire, dans un monde intérieur, de façon à faire disparaître en fait voilà, toutes ces choses autour de moi. Donc souvent des personnages de livres que je lisais ou des personnages inventés. Et aussi une capacité de prendre chaque petit instant en fait de bonheur et de le garder. Et ça, c'était comme un trésor en fait. Et de le faire ressurgir à ce moment-là. Donc ça peut être, je me souviendrai de l'odeur de la tête de mon petit frère quand il est né, c'était de voir un colibri, ces choses-là, voilà. Et ces choses-là me revenaient en mémoire et me permettaient de m'extraire de cette souffrance. Mais là, on n'est pas dans la reconstruction, on est dans l'échappement de la souffrance. Ensuite, je pense que j'ai toujours eu une volonté, une hargne de ne pas accepter ma condition. Alors, c'est bien, parfois ça déborde, beaucoup. Parfois c'est très énervant. Je m'en excuse pour les gens qui travaillent avec moi ou voilà, au quotidien. C'est pas facile à contenir, parfois ça dépasse de partout. Oui, il était impensable pour moi d'accepter cette condition-là. Et je donnais comme sens à ma vie de pouvoir, je voulais guérir la terre entière quand j'étais petite. Je voulais devenir médecin, je voulais soigner la terre entière et peut-être je voulais me soigner moi, je ne sais pas. Donc tout ça, oui, m'a conduite à être là aujourd'hui avec un livre, on va dire. Donc si c'est ça la résilience, oui.
D'accord. Mais tu dis bien, et ça c'est malheureusement aussi inhérent à la résilience, c'est que c'est quelque chose de jamais définitivement acquis, surtout quand on a, comme toi, vécu une enfance tourmentée ou au moins mouvementée, parfois avec des vécus très difficiles, et pas seulement les rapports avec ta mère, mais peut-être la solitude de l'enfant laissé à lui-même ou à la merci de toute une série de prédateurs. Enfin, c'est absolument terrible. Hein. Ceux qui l'ont lu comprendront de quoi je parle, et ceux qui ne l'ont pas lu comprendront par la suite. Et cette résilience, en fait, c'est aujourd'hui ta capacité à avoir surmonté et guéri ses blessures. Et parmi les éléments, il y a ce que tu dis là qui est important, c'est-à-dire ne jamais accepter. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte, comme des facteurs sociologiques, de rencontres, de situations, et comment ça se déclenche là? Parce que où tu as tout à fait raison, c'est qu'on peut faire des bonnes ou des mauvaises rencontres, et on se les doit à soi, les mauvaises rencontres. Hein. Toi, tu sembles avoir fait toujours quasiment des bons choix. C'est l'intuition? Je pense que c'est ça. Ben oui. En fait, oui, quand je parlais des moments de bonheur, c'est aussi les gens, bien sûr, évidemment. Ça, c'était fondamental de pouvoir. Je m'en serais jamais sortie toute seule. Ça, c'est évident que les gens qui traversent mon livre et qui ont continué à traverser mon histoire après, sans eux, je ne serais pas là. C'est une évidence. Alors après. Est-ce que c'est le fruit d'un hasard? Est-ce que c'est une... Je ne sais pas. Je sais pas. Mais parfois, ça. Toi, tu tenais sur un petit bout de papier au fond d'une poche ton numéro de téléphone, par exemple. On n'a failli pas se rencontrer. C'est bien ça de décrocher ce jour-là. Et alors, je vais te poser la question autrement, parce que c'est difficile à répondre, je sais bien. Je dirais, quel conseil aujourd'hui tu donnerais, parce que c'est un livre qui est tout public, bien sûr, mais qui est peut-être plus ciblé, compte tenu de l'éditeur, sur des grands adolescents ou des jeunes adultes, on va dire, même si tout le monde en tire bénéfice. Mais, donc, c'est plutôt à leur destination que c'est envoyé, aux gens qui construisent leur parcours de vie, qui sont en train de construire un parcours de vie, qui peuvent connaître des obstacles ou des moments difficiles, trouveront dans ce livre beaucoup d'énergie pour repartir, je pense. Quel conseil tu leur donnerais à ces jeunes qui peuvent te lire? Ils te liront, tu me diras, mais là, si tu leur disais des enseignements que tu aurais tirés de toi. Oui, c'est compliqué de donner un conseil, puisque en fait, j'ai l'expérience que de ma propre vie, mais ce que je peux dire, c'est d'essayer de capter chaque instant de bonheur, et les choses auxquelles on ne fait pas forcément attention. Ça, c'est important. Dans les moments les plus sombres, voilà, d'essayer. Il y en a toujours. Il y a toujours des moments de joie et de bonheur, et d'essayer de, comme tu l'as dit, vraiment de s'entourer. Ça, c'est fondamental. Et d'essayer de puiser en soi une confiance. Alors, c'est facile à dire, hein, c'est sûr. Mais croire en soi, ne pas accepter. Ne pas accepter, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, ne pas accepter. Et ça m'a été possible que parce que des gens me l'ont dit aussi. Je ne sais pas si toute seule, j'aurais eu cette force, cette capacité de me dire non, je suis capable, je n'accepte pas, je continue. Les gens me l'ont dit. Et ils m'ont dit que j'étais capable de faire des choses. Et donner du sens à sa vie, ça c'est fondamental. Plus qu'un objectif de carrière ou des choses comme ça. Trouver un sens à sa vie. Et c'est vrai que quand on est démuni d'amour, c'est compliqué de donner du sens à sa vie. Mais voilà, c'est ce que je dis. Et de ne pas perdre espoir. Tout est possible. Hein. Alors, tout est possible. Il y a peut-être, excuse-moi, je t'interromps, si tu avais terminé. Non. Ok. Alors, il y a peut-être aussi un élément que tu ne cites pas, mais qui, moi, me semble important à la lecture de ce livre, c'est justement les livres. Parce que j'ai le sentiment, quand tu arrives au Brésil, tu as 14 ans, tu as lu tous les Rougon-Macquart, parce que tu vas quasiment pas à l'école, mais tu lis. Et quel rôle joue le livre dans la construction de la personne que tu es aujourd'hui? Alors, à l'époque, c'était une fuite de mon quotidien, clairement. C'était vraiment... et puis le livre, c'est toi qui me l'as fait lire.
pour que j'arrive à, on va dire, à l'instruction et à l'ouverture au monde. Parce qu'il y a deux parties. Il y a une phase, en fait, qui est une phase où forcément on essaye de s'en sortir, qui est la première partie du livre, où on est dans une fuite de cette enfance chaotique. Donc avec ces chapitres non chronologiques, il fallait fuir de cet enfer, de cette enfance, de cette inférence, que j'appelais inférence en fait. Et là, effectivement, les livres sont un refuge. Mais ensuite, il faut s'ouvrir au monde, parce qu'on ne peut pas passer sa vie à fuir. Et là, les livres sont source de connaissances. Et la connaissance conduit à l'indépendance. Alors, la connaissance soit par les études, mais aussi autre. Hein. Ce n'est pas la seule voie, évidemment. C'est la voie que j'ai choisie, parce que c'est celle que je souhaitais faire, mais ce n'était pas la seule. Oui, tout à fait. Dans ce sens, tu es assez rousseauiste, finalement. Tu penses que l'école, c'est aussi l'école de la nature, qu'on apprend beaucoup, mais qu'on apprend aussi beaucoup dans les livres, que l'un et l'autre ne sont pas incompatibles, sont même complémentaires. Et tu rejoins aussi beaucoup de penseurs qui disent que s'il y a une finalité dans la vie, finalement, s'il y a une démarche, une dynamique dont on peut se saisir, c'est à tout âge et tout le temps, c'est tenter d'accéder à la connaissance, c'est apprendre, comprendre, faire cette démarche, cet effort. Et le livre y contribue. Tes histoires de vie, ton histoire de vie montre que tes rencontres sont contribuées. Donc, je pense que ça résume assez bien ce que tu es aujourd'hui, à la fois les deux. C'est ça. En fait, j'avais des questions auxquelles vous avez répondu au cours de votre partie. Je me demandais, vous avez en partie répondu, si vous savez de quoi asseoir votre... Non, je ne l'ai jamais su. Comme je disais, en fait, sa vie étant tellement baignée de mensonges, je n'ai jamais réussi à connaître la vérité. Mais je dirais, pendant toute une période, ce qui est assez étrange, quand on lit le livre, on pourrait imaginer une rupture totale avec ma mère. Mais je crois que j'étais addicte, en fait. C'est une addiction. Et j'avais un besoin pendant de longues années qu'elle me demande pardon. Et qu'elle me dise, voilà, je suis désolée, je ne pouvais pas faire autrement. J'étais à un moment donné malheureuse. Elle ne l'a jamais fait. Jusqu'à aujourd'hui, elle nie tout ce qui est écrit dans ce livre. Et donc aujourd'hui, je ne suis plus dans cette recherche de reconnaissance. J'ai dépassé ça, fort heureusement, parce que sinon c'est sans fin. Mais oui, ça a continué à me travailler de nombreuses années. Mais j'ai envie de dire aussi, c'est son choix. Enfin, j'ai eu une fille et pour moi, il était impensable qu'il y ait un millième de sa noirceur chez moi que je puisse passer à ma fille. Ce n'était pas possible. Ce n'est pas possible, malgré mon enfance. Oui, bonjour. Je voudrais faire réagir sur un test que j'ai eu tout à fait récemment sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup aimé. Je lise. Peut-être que je vais bien. Oui. Je voudrais juste avoir ta réaction au texte. Alors, c'est l'histoire de deux. Alors. Bonjour tout le monde. Alors, c'est l'histoire de deux psychanalystes new-yorkais qui sont peut-être juifs ou peut-être pas. En tout cas, c'est de l'humour freudien. Le premier psychanalyste est grand et l'autre est petit et chauve. Tous les jours, ils prennent le même ascenseur à la même heure, dans le même gratte-ciel. Le grand psychanalyste sort en premier à son étage et tous les jours, comme à chaque fois, il lance un petit crachat sur le crâne du petit psychanalyste qui ne bouge pas d'un cil. Le liftier assiste à cet effarant spectacle tous les jours et n'ose pas demander au petit psychanalyste pourquoi il ne dit rien. Un jour, par extraordinaire, le grand psychanalyste est absent. Le liftier timidement demande au petit psychanalyste pourquoi, vu que son confrère lui crache tout sur le crâne tous les jours, pourquoi il ne dit jamais rien. Alors le petit psychanalyste regarde calmement le liftier et répond « Ah, parce que ça, c'est son problème. » C'est son problème, j'ai envie de dire, c'est son problème à elle. C'est
disponible. Et oui, ben oui, oui, c'est son problème à elle. Hein. Exactement, exactement, exactement. Eh ben, tout à fait, tout à fait. Mais ça, il a fallu beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il a fallu accepter que de toute façon, je n'aurais jamais cette reconnaissance. Voilà, il a fallu me construire là-dessus. Et que oui, c'est son problème. C'est son problème qu'elle garde encore, qui voilà, bah, sera vraisemblablement d'ailleurs un deuxième livre. Alors après, je ne compte pas en faire une saga. J'espère qu'à un moment donné, elle va me laisser tranquille. Je pense qu'il y a matière à continuer, malheureusement. Mais c'est son problème, effectivement. Moi, je me posais la question, c'est face à une mère tellement pathogène, vous n'avez jamais pensé à faire une analyse et à essayer de comprendre justement ce que vous pouviez entendre par rapport à cette mère et cette souffrance qu'elle vous a voyée? Aussi, j'ai fait beaucoup d'analyses et je continue d'ailleurs. Maintenant, je peux travailler sur moi, mais pas sur elle. Tout à fait. Voilà. Je dirais que c'est à elle d'aller, si elle a envie de faire un travail, c'est à elle de le faire. Mais le problème, c'est pas elle, le problème, c'est bien votre propre souffrance à vous. Votre mère, après, advienne que pourra. Mais vous, pour vous reconstruire, vous, c'est bien vous que ça concerne. Votre mère, bon, je veux dire, on s'en fout. Mais c'est vous, pour pouvoir vivre, pouvoir revivre autre chose, pour débloquer votre situation, c'est bien votre recherche personnelle du savoir, de ce que vous ressentez, de ce qui se passe pour vous. Tout à fait. Alors, je pense que j'ai déjà fait beaucoup de chemin. Oui. Voilà, par rapport quand même à l'époque où on se connaissait, j'étais énormément en souffrance. Je suis tout à fait une autre personne. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas terminé. Donc, j'ai encore besoin de soutien, évidemment, pour continuer, Et oui. Voilà, à continuer à pouvoir donner le meilleur de moi-même à mes enfants, à mes élèves, à mes amis, évidemment. Évidemment, c'est quelque chose, je pense, que j'aurai toute ma vie. Ce qu'il faut qu'elle comprenne, et c'est pour ça que c'est là où l'analyse a une utilité, c'est pourquoi l'attitude de sa mère l'a fait souffrir et comment est-ce qu'elle peut se garder, se préserver de cette souffrance. C'est pas elle ne peut pas en s'allongeant sur le divan ou en gestalt thérapie, qu'importe la méthode, toutes sont bonnes, j'allais dire, à partir du moment où elles vous correspondent, mais qu'elle comprendra les motivations inconscientes de sa mère. C'est que sa mère qui peut les trouver. Donc elle, c'est pas son sujet. Son sujet, c'est comment moi je me préserve de cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends, mais bon, dans des situations comme ça, quand on est dans une mère quand même qui est dans une perversion, c'est une femme qui est vraiment dans une perversion très importante. Hein, ça, c'est très clair. On voit bien sa perversion narcissique, où elle a besoin d'exister par rapport à sa fille qu'elle piétine. Et je veux dire, voilà, c'est quand même le pourquoi. Quand on a affaire à quelqu'un qui est malade, bon, ben, pathologiquement, il est malade. Je veux dire, bon, voilà, peu importe pour elle. Le but, c'est de se sortir soit de ces griffes dans lesquelles on est tombé. Mais je trouve que le travail analytique est parfait pour ça. Oui, voilà. Après, voilà, je pense que ce travail dont vous mentionnez a commencé à débuter il y a de nombreuses années et continuera encore. Bien sûr. Ça, c'est une évidence. Mais pas que ce travail, c'est également la vie que je construis aujourd'hui avec ma famille, mes amis, professionnellement. Tout cet équilibre que j'ai réussi à construire, je dirais, malgré tout ça. Voilà. Donc, qui me fait penser que je suis dans la voie de la résilience. Nous entendons en ligne. J'ai connu la mère Inde il y a bien longtemps. J'ai fait mon... C'était très clair pour moi qui elle était. Elle était manipulatrice et tout. Je vais très vite, enfin, avoir le et la destruction qui peuvent causer.
La seule question que je me pose, la destruction qu'elle peut faire sur tes frères. Parce que cette destruction, elle t'a visé d'abord parce que tu es l'aîné. Et je pense que son attitude de destruction a touché beaucoup d'autres gens. Et je pense à tes frères. Oui. Alors, elle m'a touchée parce que je n'avais pas de père, en fait, de père, on va dire, présent tout le temps, donc c'était plus facile. Les deux autres frères ont donc chacun un père, qui eux aussi étaient mes pères. Donc, Voilà. Mélik et Thiago. Hein, voilà, c'est ça, exactement. Mélik et Biarritz et Thiago, toujours au Brésil. Au Brésil, voilà. Et depuis, c'est une question tout à fait pertinente et d'actualité, puisque depuis le décès de notre papa brésilien, voilà, maintenant elle s'acharne sur le petit frère brésilien. Donc, ça fait partie de ça, c'est son mécanisme en fait. Donc, après, j'essaye, dans la mesure du possible, d'être présente, mais il va devoir faire son chemin aussi. Voilà. Donc, c'est compliqué. Aussi un mérite de montrer que les mères, c'est pas forcément l'instinct maternel. Non. Pas, je veux dire que ça, on ne s'accapare pas aussi souvent, parce que les femmes, on limite beaucoup sur les violences faites aux femmes. Tout à fait. Je veux dire qu'il existe aussi la violence des femmes. Oui, tout à fait. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup des violences des pères, voilà, rarement des violences des mères. Les mères, et elles existent. Elles existent. Tout à fait. C'est ça, tout à fait. Exactement. L'amour maternel n'est pas forcément inné. Tout à fait. C'est ce qu'il faut en déduire. Oui, tout à fait, Elise. Oui, alors, moi, j'avais plutôt quelques commentaires sur ce qui a été échangé. D'abord, je pense que l'évitement, dans des cas où la relation est aussi pathogène, l'évitement a été très largement bien utilisé par Int et on voit la grande personne qu'elle a construite à partir de là. Et les méthodes d'évitement, elle les a toutes utilisées, hein, c'est-à-dire s'évader avec les livres, mais aussi savoir susciter les bonnes rencontres. Et je pense que lorsqu'on souffre énormément affectivement par un défaut d'amour, eh bien, quelque part, ces rencontres, elles peuvent en procurer beaucoup parce qu'on part de très loin. Donc, on rencontre forcément plus d'amour et elle a fait les bons choix dans beaucoup de cas, en tout cas. Et donc, l'évitement, je pense qu'elle l'a très, très bien utilisé et elle s'est construite. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec le commentaire qui a été fait sur les deux psychanalystes, c'est qu'en fait, il n'y a pas que se reconstruire soi-même. Je pense que Int, malgré tout, elle aimerait avoir une explication parce que manquer de l'amour de sa mère, c'est quelque chose qui est traumatisant. Et donc, en fait, la quête d'une explication, la quête d'une meilleure compréhension de ce que lui a fait subir sa mère, même s'ils étaient extrêmement pathogènes, reste une question. Et sur ce point, il s'avère à travers différentes expériences autour de nous, enfin de moi, de ma famille, je constate que les enfants sont les plus mal placés pour comprendre leurs parents. Et d'ailleurs, ce n'est pas leur priorité, parce qu'ils ont à se construire. Et en fait, avec le temps, ils se construisent, mais s'il n'y a pas une nécessité absolue, eh bien souvent, un certain nombre de secrets de famille ne se dévoilent pas et ne permettent pas de tout comprendre. Et ça peut être pour le pire et pour le meilleur, hein, ce que je viens de dire. C'est-à-dire, ça peut être au contraire dans une quête d'amour encore plus forte, de mieux se comprendre, comme ça peut être pour finalement se sortir d'une situation qui a été traumatisante comme celle que Int décrit dans son livre. Mais le dernier point là-dessus,
c'est qu'il est assez curieux de constater bien souvent que les souvenirs des enfants et l'interprétation des enfants de ce qu'ils ont vécu n'est pas nécessairement très fidèle non plus. Je ne veux pas dire par là que ce que raconte In sur sa mère, évidemment, n'est pas fidèle, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est extrêmement difficile, parce que dans la mémoire de l'enfant, ce qui le traumatise n'était peut-être pas si perceptible ou si volontaire par les parents, que le gap, c'est-à-dire l'abîme qui sépare en vérité une espèce de compréhension entre ce qui a été vécu et ce qui est ressenti, ne fasse que s'agrandir. Dans le cas du caractère très pathogène qu'a vécu In, je pense qu'il y a suffisamment de fondements pour que n'importe comment la réalité soit bien décrite dans son livre. Et d'ailleurs, la manière de la présenter, comme vous le disiez, hein, c'est-à-dire en nous transportant soit de lieu, soit d'époque, d'une manière un peu patchwork, qui fait ressurgir progressivement l'ensemble de l'histoire, est extrêmement, je trouve, intéressante. Et de ce point de vue-là, c'est romanesque. De ce point de vue-là, déjà, c'est romanesque. Et enfin, pour terminer, je dirais que sa vie est un roman quand même. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'en inventer. On a là très largement quelque chose qui dépasse toutes les fictions. Bon, on est très heureux d'ailleurs que le livre lui permette aussi de continuer à se construire, et on est certain que ça ne sera pas son dernier roman. Donc, on attend la suite. Est-ce que ça doit être la quête de la compréhension d'une mère ou autre chose? Je ne sais pas, je n'ai pas de conseil à donner. Merci beaucoup, Merci, Christian, pour cette intervention très intéressante. Il y a quelqu'un qui lève la main? Oui, il y a quelqu'un qui lève. Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'aviez pas entendu? Il n'y a que vous qui avez mal entendu. Alors, je vais vous le résumer en quelques mots. Il a dit que, contrairement à la fable sur les deux psychanalystes, chercher le pourquoi de la motivation de l'action d'une personne n'était pas inintéressant dans un cadre de reconstruction. Et que cela, il a conclu ainsi, offrait à Inde l'opportunité, peut-être, d'un second roman. Voilà, si je synthétise. Il le dit longuement. Oui, il l'a dit, oui, tout à fait. Non, mais il a dit que c'était bien plus subtil que je ne viens de le faire. Ben oui, alors avant de passer la parole à Betty, je te pose une question que je voulais te poser et que te pose Christian Doche. Finalement, est-ce que tu vas encore écrire ou est-ce que tu t'arrêtes là? Et si tu écris, donc est-ce que c'est encore une recherche de type autofiction, on va dire, ou pas? Ou est-ce que comment tu te situes par rapport à l'écriture aujourd'hui? Il y a un deuxième ouvrage qui est terminé, donc on est carrément terminé. Alors terminé, il est encore je dirais, c'est un manuscrit, hein, ce n'est qu'un manuscrit, donc à retravailler, qui lui pour le coup est un roman complètement, voilà, qui est une histoire. Et je pense que par rapport à des événements récents, il y aura effectivement une seconde autofiction. Voilà. Oui. Betty, du coup, tu veux lui dire quelque chose? J'ai plusieurs choses à dire, je suis désolée. Madame parlait de la stratégie d'évitement, et en fait, ça m'a fait penser qu'en fait, Hind, telle qu'elle est, hein, telle que je la connais, elle n'a pas vraiment de stratégie d'évitement. En fait, c'est qu'elle a toujours fait face, elle a toujours confronté. Donc, je ne sais pas si ça peut, si c'est aussi une stratégie d'évitement, c'est-à-dire d'être extrêmement tenace et extrêmement courageuse, mais voilà, elle n'a jamais tourné le dos, elle ne s'est jamais cachée. C'est ça qui est assez… Tu veux dire, Béatrice, que l'évitement, ce serait connoté un petit peu comme une fuite, comme le fait de ne pas assumer. Toi, tu ne reconnais pas là-dedans. Je ne connais pas toutes les… Voilà, mais rien qu'en restant sur le terme évitement, je n'ai pas l'impression que Hind, dans toutes les parties de sa personnalité, mais notamment vis-à-vis de sa mère, la souffrance, elle la vivait, elle l'a confrontée et elle l'a toujours… elle s'en est jamais éloignée. C'est ça qui est assez drôle. Elle aurait pu se
partir loin pour que sa mère ne la retrouve pas. Et en fait, je pense qu'elle a toujours voulu faire ce travail peut-être de compréhension, de recherche. Donc, elle n'a jamais eu peur de souffrir, Hind. D'accord, c'est juste. Tu te reconnais dans le portrait que vient de faire ton Oui. amie Betty? Oui, je pense qu'elle a raison. Oui. Bah alors, t'es plutôt évitement ou t'es plutôt affrontement alors? Je suis plutôt évitement de la mer, on va dire. Et Et affrontement de Tes la honnêtetés. France. Voilà. Et puis je parlais aussi de l'interprétation des enfants, mais on en a parlé ensuite avec Christian. Moi, juste ce que je voulais dire, c'était que, en fait, même s'il y avait une interprétation de ta part, et certainement il y en a, mais disons en connaissant aussi de l'autre côté, enfin en connaissant aussi ta mère, disons que tu es quand même bien fidèle au portrait que moi j'en ai aussi donc ce n'est pas un tendre agneau à qui tu as fait porter toutes tes frustrations et tout ça sur lesquelles tu projettes. Elle est vraiment telle que tu l'as décrit. Toxique. Oui. Donc, moi, je n'arrive pas encore à voir où peut-être tu auras déformé la vérité. Je n'ai pas trouvé. Non, elle l'a même peut-être un peu édulcoré sur certains aspects, mais Oui. je vous en prie. Je me demandais si vous avez souffert d'amnésie traumatique. Des choses. Alors, oui. Je sais pas si Oui. En fait, oui, puisque je m'en suis rendu compte à l'écriture du livre. C'est-à-dire qu'en relisant des chapitres, je me suis dit, mais il m'est arrivé ça. En fait, voilà, j'avais complètement occulté certains passages. Et c'est même toi, Betty, qui m'a dit, mais dis donc, je ne vais pas vous dévoiler, ça t'est arrivé plein de fois. Je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, mais relis ce que tu as écrit. Et en relisant, effectivement, voilà, les choses sont remontées à la surface. qu'est-ce que ça veut dire en écrivant? Oui. Oui, au départ, oui, tout à fait. Écrivez sans avoir conscience de ce que vous écrivez. Exactement. Au départ, c'était totalement intuitif. Voilà, je ne savais pas où ça allait m'amener. Voilà, je n'avais pas d'idée même d'un livre. C'était vraiment intuitif. C'était un besoin. Et après, c'est devenu, effectivement, après, ça a pris corps et c'est devenu un livre, voilà, un roman, effectivement. Mais au départ, oui, c'était à la relecture que les souvenirs sont revenus de plus en plus. Et d'ailleurs, si les chapitres sont aussi non chronologiques, c'est aussi parce que les souvenirs ne sont pas revenus de façon chronologique. Donc, ils sont revenus de façon aussi assez décousue. Je dirais même que le tout début. Vas-y, Béatrix, après on redonnera la parole à la dame dans la salle. Le premier jet que j'avais lu était exceptionnel et parce qu'il n'était pas encore maîtrisé et tout ça. Et c'était vraiment comme si c'était un vomi. Vraiment. Tu vois, et c'était brut et sauvage et c'était vraiment de cet ordre-là. Oui, Donc, ça. et après, tu as commencé à travailler dessus. Oui, voilà, c'est ça. Et par exemple, est-ce que vous avez aussi souffert de dépersonnalisation parce que vous avez dit ça n'a pas pu m'arriver? Non. Ah non, jamais. Non. Ça, par contre, d'avoir occulté des choses pour pouvoir me construire, oui, voilà. Mais quand elles ont refait surface, j'avais aucun doute. Et puis, à un tel point que quand j'ai eu la chance de pouvoir être acceptée et d'être éditée, c'était évident que je mettrais mon nom. Voilà. Je n'allais pas me cacher derrière un pseudonyme ni quoi que ce soit. Et je n'ai pas honte de ce qui m'est arrivé. Voilà, c'est comme ça, c'est mon histoire. Oui, monsieur. Moi, j'ai une question à poser par rapport à l'avenir, ou plutôt le présent, parce que le présent existe depuis 13 ou 14 ans, si j'ai bien compris. C'est-à-dire, je pense que tout parent imite ou refuse l'éducation qu'il ou elle a reçue. Et je me demande comment, toi, Inde, puisqu'on se connaît ici, depuis très longtemps, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, comment toutes ces longues histoires que je ne connais pas
influencé dans tes rapports et dans tes décisions, dans tes stratégies par rapport à tes 4 enfants? Alors, j'étais une maman extrêmement dévouée à mes enfants, extrêmement dévouée. Tout le temps, mes amis, j'habite sur Jean-Ville-le-Pont, me disaient tu ressemble à une canne avec des petits canetons derrière toi. Ils ne mangeaient pas à la cantine, je les emmenais dès qu'on avait le temps tous les jours au parc. J'étais extrêmement, voilà, j'ai arrêté mon métier d'ingénieur pour me consacrer à eux. Donc ça a été vraiment l'opposé, totalement l'opposé de ce qu'elle a pu faire. Après, il y a des démons qui ressurgissent parfois, évidemment. Il y a des démons qui ressurgissent, qui remontent, évidemment. Parfois, je peux être assez impulsive. Il peut y avoir des choses que je ne contrôle pas toujours parce que forcément, il y a des choses qui restent. Maintenant, j'essaye chaque jour de faire de mon mieux et de pas faire comme elle. Je n'en doute pas. C'est ça, voilà. Mais, et surtout, je me dis... Un modèle oui. ou un contre-modèle. Mais j'ai un contre-modèle, voilà, c'est ça. Mais c'est un modèle quand même. Alors, c'est un modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Oui, mais là-dessus, là-dessus, Ouais. l'analyse est d'une aide. Tu n'es pas soit le modèle, soit le contre-modèle. Mais oui, mais ça, c'est le problème. De sortir. Oui, mais Ah oui. je pense que ça, c'est l'atout de l'analyse, c'est que ça te permet de faire un droit d'inventaire, d'avoir une vision non en dehors de l'affect, autant que ce soit possible, de ton enfance, et puis à partir de là, de faire des choix rationnels et conscients par rapport à ça. Alors après, on agit toujours plus ou moins sous l'impulsion, mais grâce à cette réflexion, c'est l'apport de la psychanalyse qui nous permet d'avoir un regard sur notre passé, notamment notre éducation, et d'en faire un droit d'inventaire, ce que j'appelle un droit d'inventaire, prendre ce qui nous plaît, rejeter ce qui nous déplaît. On est consciemment, là, pour le coup, enfin, en faisant le travail consciemment, en se faisant le travail, je veux dire, pas en s'efforçant de le faire, on échappe à cette situation que vous évoquez, soit on est dans le modèle, soit on est dans le contre-modèle. Enfin, moi, je le sais d'autant mieux que je me suis construit dans le contre-modèle pendant un laps de temps très, très grand, jusqu'à pratiquer la Gestalt thérapie, pour rien vous dire. C'est une forme de thérapie très particulière, mais ce n'est pas le sujet. Mais ce n'est pas de moi dont on parle non plus, d'ailleurs. Mais c'est une question très indiscrète. Hein, mais je ne sais pas si tu en parles en monnaie. Alors, je parle de mes enfants, oui. Je parle de mes enfants, mais comme d'un futur. Voilà, comme d'un bonheur et d'un futur. Donc, après, c'est vrai que j'étais extrêmement... je me souviens, à leur naissance, tout était planifié. Il était hors de question qu'ils mangent 2 fois la même chose dans la semaine. Il fallait que je sois parfaite, en fait. Voilà, il fallait que tout soit parfait. Et là, tu étais dans le contre-modèle. Et j'étais totalement dans le contre-modèle. Et puis, j'ai commencé à lâcher un petit peu prise au fur et à mesure, être moins dans la... Voilà, trop systématique. Et ben, c'est pas grave, s'ils mangent 2 fois des pommes de terre dans la semaine, tant pis. Voilà, lâcher un petit peu, aller lâcher aussi un petit peu et essayer de trouver un équilibre. Et que je suis encore en train de chercher, évidemment. De toute façon... Je vous ai remarqué tout à l'heure que c'est la naissance de ta fille qui a fait remonter ton histoire dont tu as besoin d'arriver à faire ce livre, à parler et à faire ce travail. Et tu lui posé la question de savoir si tu avais eu une fille en premier. Tu as eu 3 garçons. Donc 3 garçons que tu as pu élever sans contre-modèle par rapport à ta mère. Si tu as eu une fille en premier, c'est fictif comme question, parce que ça n'arrive pas. Mais est-ce que la question, comment aurait pu être ta relation avec les autres garçons si tu avais d'abord une fille? Alors non, c'est une question d'ailleurs que je me souviens quand j'ai fait l'échographie et que j'ai su que c'était un garçon, il y a eu un soulagement au départ. Et je me suis dit, je vais pouvoir savoir faire. Bizarrement. Voilà. Après, le deuxième, bon, okay, je sais faire. Le troisième, bon, ok. et puis la petite fille. Voilà, c'est bon. Les garçons, c'est bon. Et non, il y a eu un soulagement. Alors, je ne sais pas comment j'aurais réagi à ce moment-là. Je ne sais pas si j'étais prête. Je ne sais pas. Mais il est clair que le rapport mère-fille, ce rapport-là ne se posait pas.
à ce moment-là. Vos enfants connaissent pas Pas tout, mais je leur ai jamais menti. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas. Et j'en ai trop souffert, des mensonges. Donc, évidemment, il y a des choses qui sont très dures dans le livre qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Voilà, ça c'est sûr que... D'ailleurs, eux-mêmes ne souhaitent pas le lire. Celui qui a 17 ans, il est libre de le faire s'il le souhaite, mais il ne veut pas. Et je pense que c'est mieux pour l'instant. Donc, oui, s'ils me posent la question, je leur réponds évidemment. Ouais. Ils n'ont pas la vérité. En tout cas, je pense que c'est important pour se construire. Je laisserai tes enfants lire ton livre. Oui, s'ils le souhaitaient, alors pas à 14 ans, non, ça c'est sûr que non, c'est trop dur. D'ailleurs, ça a été les premières maisons d'édition qui ont rejeté mon livre. L'argument qu'ils me donnaient, c'était « c'est trop dur ». C'est un livre trop dur. Voilà, il faut que le lecteur respire, sinon il va être en apnée pendant 300 pages, etc. Donc oui, c'est un livre dur. Donc je pense que ce n'est pas un livre pour les enfants. Donc, voilà, on va attendre un petit peu. Après, je pense qu'ils ne le liront pas. Voilà, Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça c'est... Ils ne le liront pas. Après, parce qu'ils sont trop impliqués indirectement. Exactement. Exactement, c'est ça. Et puis, ils ont un papa qui est alors vraiment aux antipodes de tout ça. C'est vraiment, lui, la stabilité. C'est quelqu'un qui mériterait une médaille, hein, honnêtement. Toujours, voilà, fidèle à lui-même et qui est un modèle, un socle de stabilité. Donc, merci. Philippe. C'est ce qu'il te fallait. Voilà. Bref, très bien. On est très heureux pour toi. Moi, j'ai encore une petite question, si vous n'en avez plus. Je voudrais savoir pourquoi et que signifie, alors pourquoi les citations de Stéphane Sangral et qu'est-ce qu'elles signifient. Enfin, je ne vais pas te demander de faire une exégèse de chacune des citations, mais il y en a une à chaque chapitre, donc ça en fait beaucoup. 77. Voilà. Et alors, oui, pourquoi? C'est quoi leur fonction? Déjà, je pense qu'il m'aurait plus jamais parlé si je ne l'avais pas fait. Je ne crois pas. Non, Stéphane est un ami d'enfance. Donc Stéphane, mon ami. Et Stéphane Sangral est c'est aussi un très grand écrivain qui, lui, est plutôt sur la poésie et sur la philosophie. Et ça a été, avec Betty, hein, les deux premières personnes à me dire « mais ce que tu écris est très bien écrit ». Et à me donner, en fait, ce moteur pour me dire je vais passer de statut de thérapie à écriture. Et donc, finalement, c'était pour montrer d'une part son accompagnement, le fait qu'il soit là en chaque début de chapitre. Il m'accompagne partout. Alors, on ne va pas rentrer peut-être dans sa philosophie qui est assez... c'est un petit peu une recherche d'un jeu universel, c'est assez complexe. Et puis, ce n'est pas du tout le même thème que j'aborde. Moi, c'est vrai que je suis dans l'incarnation vraiment du personnage, donc ça crée un contraste, on va dire. Et ce qui était intéressant, j'ai trouvé, c'était d'avoir ces citations et après de l'incarner en tant que personnage dans le livre. Donc lui, en fait, il clôture le livre avec moi, en tant que Stéphane, mon ami. Voilà. Donc en fait, ça faisait une boucle au niveau littéraire, c'était intéressant. Et puis comme ça, il est content en plus. Et puis ça permet de connaître Stéphane Sangral. Enfin, moi, je me suis un peu plongé dans sa pensée. C'est vrai que c'est complexe, mais c'est tout à fait intéressant et passionnant. Donc, c'est bien de faire connaître la pensée. Moi, je l'ai connu, Stéphane Sangral, quand il était magicien. Il pratique toujours la magie. Ah oui, il est toujours magicien. Cet homme-là. Il est psychanalyste, philosophe, poète et médecin. Alors, il est psychiatre, ouais, c'est ça, psychiatre. Et magicien. Bon, finalement, c'est un petit peu tout pareil, hein, quand on regarde. C'est un magicien de l'esprit, on va dire. Ok, d'accord, merci. Est-ce qu'il y a... Moi, j'en ai quand même une autre. Oui, j'en ai une petite. Oui,
Betty, cette femme dont tu parles, qu'est-ce que tu lui dirais si tu pouvais lui dire quelque chose maintenant À la mère, Oui. que j'espère bientôt ne plus avoir le mal de mer. d'accord. Est-ce que tu as subi des tentatives de censure ou moins d'empêchement? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dissuadé d'écrire ce que tu as écrit? Est-ce que tu as subi ce genre de choses, pression amicale, bien sûr? Raconte-nous. Pourquoi je dis ça? Parce que ça te permettra d'ouvrir en disant, parce que ça veut dire que si, ça veut dire qu'il y a encore des choses à raconter en partant du livre. Oui. Alors oui, bien sûr, parce que comme j'ai rien à cacher, ce manuscrit, je l'ai envoyé à ma mère et j'ai eu des menaces, des intimidations, des passages à l'acte de sa part, donc des faits assez graves pour me dissuader, m'empêcher de faire éditer ce livre. Sauf que j'ai pas peur et que voilà, et que ce livre est là et s'il faut en avoir un deuxième, il y en aura un deuxième. Donc ça peut toujours continuer, c'est pas grave. Hein. Au contraire, ça nourrit le deuxième livre. C'est C'est ça. ce que tu es en train de nous dire. Voilà, c'est ça. Ça me donne ouais, je pense qu'il pourrait être de cette épaisseur-là. Ok, C'est ça. très bien. Exactement. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Bah, merci à tous. Hein. Et à tous, Puis comme dit la dame à côté de moi, continue. C'est ça. Ça nous donnera des choses à dire, effectivement. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Là, c'est gentil. Merci. Voilà, si vous voulez vous procurer le livre, Un Baltus, non? non, Non, c'est ça rappelle un peu. c'est Musk. On dirait un Baltus. C'est Edward Musk. C'est Edward Musk. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Hein. Merci, Benjamin. Je t'en prie. Merci à vous en ligne. Merci. Au revoir.